Anastase partie 1, l'Empire de Solaris. Chapitre 1, le jour de Sirius, Cassiopée, capitale de la 6e province Rigel, l'Empire de Solaris, Anastase, serviteur. Il faisait super beau ce jour-là. Les rues de la grande Cassiopée étaient très animées, plus que d'ordinaire. Il semblait que toute la ville, non, toute la province, était en effervescence. Ce jour de Sirius était très spécial. C'est le grand jour, pensait Anastase, impatient d'excitation. Le jeune homme dévalait les marches de l'académie militaire de Rigel avec précipitation. Il avait manqué 2 fois de se tuer en trébuchant du haut des 50 marches de la prestigieuse institution. Les rues, habituellement propres, étaient jonchées de fleurs de laurier, de myrte et de roses. L'air embaumait de parfums capiteux. Il quitta rapidement la grande avenue de la guerre pour couper par les ruelles dormantes. Celles-ci, d'ordinaire vides et insalubres, grouillaient de monde. Le bas peuple était superbement apprêté pour l'occasion. Anastase n'avait jamais vu cela. Décidément, ce jour de Sirius était bien unique. Parvenant difficilement à s'infiltrer dans les étroites et longues ruelles, Anastase parvint enfin à quitter le quartier de l'Ordre pour rejoindre le doux quartier des Oliveraies. C'était un quartier réservé à la noblesse, les Vélarques, à la grande noblesse dominari et aux riches marchands. Déambuler dans ce quartier apportait une certaine sérénité. L'odeur de latrine habituelle faisait place aux arbres fruitiers. Même le soleil semblait plus agréable dans ces grandes allées bien façonnées et bien propres. Les hauts arbres et hautes clôtures projetaient de vastes zones d'ombre. Les jeunes couples d'amoureux venaient souvent s'y cacher pour vivre leur idylle interdite. En effet, se souvenait Anastase, les gens du commun ne pouvaient prétendre s'adresser aux Vélarques, alors les courtiser. C'était une idée folle. Et pourtant, c'était aussi sur ces nombreux bancs qu'il avait échangé ses premiers baisers avec Cassilda. Ayant repris son souffle, il s'approcha de la demeure de sa bien-aimée. Il se redressa, régla sa voix en se raclant la gorge, puis s'approcha du grand portail d'entrée. Il était laissé ouvert. Il pénétra dans l'allée principale qui menait à la porte de la demeure, non sans gêne, malgré les maintes fois où il était venu. Il connaissait chaque pavé du jardin, et pourtant, il ne s'était jamais senti chez lui. Oh non, le maître des lieux le lui faisait bien savoir. Il vit enfin la porte s'ouvrir. La terrible ombre du vieil homme se projetait de plus en plus sur les marches et les pavés de l'allée. « Encore toi » lança-t-il sèchement. « Bonjour, monsieur Solferis, mes respects en ce grand jour de Sirius. »« Oui, oui, » répondit le père, déjà embêté de rester si longtemps sur le perron. « Vide ton sac, garçon. Est-ce que votre fille est prête ?»« Malheureusement. » La longue toge décorée dessinait la posture noble du vieux Vélarque. « Est-ce que... » « Elle s'impatiente depuis la matinée, » dit le père d'un air désespéré. « Cassilda » s'écria-t-il. « Ton voyou est là. Vous savez que je ne suis pas... »« Voyou vaurien profiteur » le coupa Lucan. « Tout ça, c'est la même chose, n'est-ce pas ?» Il souriait avec fierté, le sexagénaire. Sa fille Cassilda sortit en trompe de la maison, bousculant au passage son aigri de père, qui faillit bien trébucher sur les 4 marches de l'entrée. Cela fit bien rire Anastase. Quel satisfaisant spectacle cela aurait donné. Mais il effaça bien vite son sourire quand il sentit le regard de Lucan lui lancer des éclairs. Le vieil homme posa ses yeux sur ceux de sa fille. Sa posture devint plus souple et ses yeux devinrent doux comme ceux d'un agneau. Tendres et inquiets pour son unique enfant. « Père, » dit Cassilda, « je vous dis à demain matin. Excellente journée de Sirius. Monsieur Solferis, elle devra revenir demain matin. » Rappela Lucan s'adressant à Anastase. « Je vous en fais le serment, » répondit Anastase s'inclinant. Les 2 amoureux quittèrent à marche rapide l'allée de la demeure. Puis quelques dizaines de pas plus loin et hors de portée du regard cinglant du vieil homme, Anastase saisit brusquement, mais tendrement, Cassilda, qu'il s'empressa d'embrasser. Elle l'étreignit à son tour. « Tu m'as tellement manqué » dit-elle de ses beaux yeux verts amoureux. Les yeux bleus profonds d'Anastase scrutaient amoureusement ceux de son cœur. Il massa la chevelure blond cendrée et joliment ornée de Cassilda. Enfin, Anastase prit la parole.
Ces 4 jours m'ont semblé interminables, dit-il. Mais nous avons toute la journée désormais. Leur idylle fut interrompue par le son des cloches de l'église du quartier. Un coup. Il est déjà 13 heures, s'écria Anastase. Nous devons nous hâter. Il saisit la main de sa moitié. Tous deux accélérèrent, passant de la marche rapide à la course, puis ralentissant à nouveau tant les rues devenaient denses et compactes, remplies de monde, de structures éphémères, de stands, d'animaux prêts à être savourés. Le cœur sacré ne se trouvait plus qu'à 30 minutes de marche, en plein centre de Cassiopée. Mais il fallait d'abord récupérer ses 2 amis sur la route, pensait Anastase. Il n'avait pas eu de nouvelles d'eux depuis hier, mais il avait une intuition, disons, habituelle sur le lieu de leur perdition. Et ce n'était pas à la bibliothèque des savants, sourit Anastase, ni au bain public. Anastase agrippait fermement la main de Cassilda pour ne pas la perdre de vue. Il tourna à gauche dans une ruelle étroite, fit encore une centaine de pas, puis bifurqua à droite. Il pénétra sans autorisation dans une vieille maison. Elle était habitée par une femme sénile, surnommée la folle. La pauvre voyait des fantômes traverser sa maison, d'où son surnom. Anastase y passait souvent pour gagner du temps. C'était plus rapide que les grands axes. Trop animé ce jour-là, il connaissait la ville comme sa poche. C'était sa ville, et du monde, il en connaissait. Peut-être bien un millier. Ses amis proches l'appelèrent parfois le petit magistrat. Après 20 bonnes minutes de marche, les 2 amants arrivèrent enfin dans le centre névralgique de la ville sainte, la rue de la Soif. En réalité, elle s'appelait autrefois la rue des Vertus. Mais évidemment, le bas peuple, les vilains et les ignorants en avaient décidé autrement. Depuis 10 ans maintenant, la rue avait, aux grandes dames de l'évêque de Cassiopée, dû changer de nom pour préserver la dignité de la ville. La rue des Vertus avait été déplacée vers un endroit plus convenable, près du cœur sacré, où les malades et les illuminés s'étaient installés. Un lieu affreusement répugné par ses amis Cosmas et Victor. Tiens, voilà justement qu'Anastase les apercevait. Le grand blond fut fier d'avoir su les localiser si rapidement. Du haut de son mètre 83, sa tête dépassait de la foule chaotique. « Les jumeaux !» s'écria-t-il. C'était le surnom que l'on donnait à Cosmas et Victor, toujours fourrés ensemble, et jamais pour de bonnes raisons. Mais les 2 compères ne semblaient pas l'entendre dans le vacarme ambiant. Les auberges, tavernes et brasseries étaient pleines d'à craquer. Il fallait bien célébrer ce grand jour. À moins que ce ne soit qu'une excuse pour la moitié alcoolique de la ville, songeait le grand jeune homme. Cosmas et Victor étaient attablés, festoyant joyeusement. Ils entrechoquèrent leurs coupes, mélangeant le vin et les idées, comme ils aimaient le dire. Ce qui ne les avait jamais rendus plus intelligents. Leur tunique beige sable d'étudiants officiers de la province était salie par ce qui semblait être 2 bons jours de débauche. Alors que Victor et son frère d'armes riaient à gorge déployée, un soulard de la table voisine se leva brusquement, perdit l'équilibre et s'écrasa sur leur table. Sa chope de vin s'envola et atterrit sur la table, éclaboussant leur tunique déjà bien maculée. Cosmas et Victor se levèrent, le visage couvert de vin, regardèrent le malheureux d'un air noir, puis éclatèrent de rire. Cosmas aida le poivreau à se remettre sur pied et le soutint. Pendant ce temps, Victor ramassa une chope abandonnée, la plaça dans la main droite du soulard et avec tendresse et ébriété la remplit de vin. Ainsi, il venait de se faire un nouvel ami. Anastase arriva enfin dans leur champ de vision, malgré leur vue embuée par l'alcool. « Grand frère !» s'écria Cosmas. « Te voilà enfin. On t'a cherché toute la matinée, » dit-il sans la moindre honte. Victor éclata de rire, manqua de tomber, et se rattrapa de justesse sur la pauvre table de bois, qui trembla sous la force de ses bras athlétiques. Après bien 10 minutes de négociation, Anastase parvint à extirper les jumeaux du cœur de la taverne. Ils avaient perdu un temps précieux, qu'Anastase n'avait pas prévu dans son minutage serré. Il fallut guider Cosmas et Victor à travers les ruelles. Ils étaient tellement saouls qu'ils manquaient de se perdre à chaque intersection. Et surtout, lorsqu'une échoppe exposait ses nouvelles bières sur le comptoir, il fallait détourner Cosmas. Parfois, Anastase devait littéralement saisir sa main pour éviter qu'il ne s'éclipse vers une chope. Au lieu des 10 minutes de marche prévues, cela prit 20 bonnes minutes. Finalement,
les 4 âmes atteignirent la grande avenue sacrée. Au bout de cette avenue se dressait fièrement le très imposant chœur sacré, grande place religieuse de la cité aux 650 000 âmes. Faite de pierres solides, larges et hautes, son édifice était finement ciselé. En son centre se dressait l'incroyable cathédrale de Cassiopée. La population de la ville était jeune. Elle avait besoin d'être guidée. Et peut-être que ce gigantesque temple en faisait un peu trop. C'était la 2e plus grande cathédrale de l'Empire, après Astralium, dans la capitale impériale. Son autel des sacrifices était le reflet d'une tradition antique de la foi astrale. Ces pratiques avaient disparu ailleurs dans l'Empire, jugées décadentes par certains. Mais pas dans la 6e province. Rigel était un rempart de la foi pure. Ici, les traditions étaient respectées rigoureusement. Après tout, le dieu Rigel est surnommé le gardien de l'éternité. Toute chose doit donc durer éternellement. À l'approche du grand lieu de culte, les décorations végétales étaient encore plus grandioses. On voyait ici et là du safran. Des torches ou lampes à huile étaient allumées partout, donnant aux rues ensoleillées une ambiance presque mystique. On croisait des musiciens, danseurs, orateurs, parfois en habits rituels, souvent accompagnés d'animaux sacrés, taureaux, béliers, une colombe. Toute la ville et les villages alentours semblaient s'être rassemblés autour des nombreuses marches du chœur sacré. On accrochait des guirlandes aux colonnes, aux statues, aux balcons et même aux chars du magistrat. Ce dernier venait d'arriver, acclamé par la foule. Très apprécié, il saluait les habitants avec humilité et autorité à la fois. Des tissus colorés, rouges, pourpres, dorés, étaient tendus au-dessus des rues pour faire de l'ombre ou simplement décorer. Des autels temporaires parsemèrent les carrefours. On y déposait encens, gâteaux rituels, vins et offrandes animales. Dans ce tumulte sacré, les 4 amis rejoignirent Magnus et Lavinia, en plein cœur de la foule. « Vous êtes enfin là !» s'impatienta Magnus, les bras croisés. « Désolé, mon frère, souffla Anastase. Les 2 loustiques nous ont bien retardés. Moi, je suis là depuis 2 heures, ajouta Lavinia. Mais je crois que Magnus a carrément dormi sur place pour avoir une bonne place. Et j'ai bien fait, s'écria Magnus. Je n'ai jamais vu autant de monde. Le jour le plus important pour les 1000 ans à venir. Nous y sommes. Lavinia, superbe dans sa robe de cérémonie, rayonnait. Anastase ne put s'empêcher de la complimenter. « Tu es magnifique, Lavinia. » Il se retourna amusé pour observer la tête de Victor qui la fixait, bouche bée. « Alors, comment tu la trouves ?» lança Cosmas hilar en poussant Victor du coude. « Elle, tu es très jolie aujourd'hui, Lavinia. » bafouilla Victor, rougissant jusqu'aux oreilles. « Merci, Victor, » répondit-elle en souriant. « Mais toi, tu sembles un peu ébouriffé. » Victor tenta aussitôt de se recoiffer, pris en flagrant délit de négligence. « Ébouriffé, c'est tout !» s'exclama Cosma. « Il s'en sort bien, le bougre. Ça fait 2 jours qu'on... » Victor plaqua sa main sur la bouche de Cosmas pour le faire taire. Les 2 compères se chamaillèrent comme à leur habitude. « Chut !» s'écria Magnus. « Ça va commencer !» Les 8 grandes cloches de la cathédrale résonnèrent par 2 fois. Il était 2 heures de l'après-midi. La foule se mit à acclamer en chœur. Puis un silence s'installa peu à peu solennel. Une silhouette se dessinait sur les marches sacrées. Valkion, primate céleste de Rigel, venait d'apparaître. Vêtu d'un manteau bleu nuit constellé d'argent, il portait sur la poitrine la croix astrale des 8 grands dieux, brodée en fil d'argent. Sa tunique blanche et son étole dorée rappelaient la lumière des astres, tandis qu'il tenait en main le bâton des révélations, relique sacrée de son ordre. Il était le plus haut représentant de la foi astrale dans la province, juste en dessous du grand luminarque. Comme ce dernier, Valkion rêvait les paroles des 8 dieux astraux et parlait en leur nom devant les fidèles. À ses côtés se tenait l'évêque de Cassiopée, entouré d'une dizaine de prêtres. En contrebas, un cortège s'organisait. Gardiens de la foi, pèlerins et une centaine d'illuminés. Ces derniers, croyant fanatiques, s'étaient crevés les yeux volontairement, persuadés que la lumière véritable venait de l'intérieur. Valkion leva les bras, puis les abaissa lentement pour réclamer le silence. « Mes frères, mes sœurs, astriens !» Sa voix résonnait, amplifiée par le silence des pierres. Il marqua une pause. « J'ai fait un rêve. Sirius,
le grand Dieu de la lumière et de la vérité m'a parlé cette nuit. Et Rigel, gardien de l'éternité, se tenait à ses côtés. Cette année, en l'an 2400 après l'éveil, le monde entre dans une ère nouvelle. L'éclipse tant promise est arrivée. La foule frémissait. Tous les 1000 ans, elle revient. Signe des dieux, présage de prospérité. Aujourd'hui, les Astrides, nos guides célestes, accordent à l'humanité 8 dons divins. Boissons et sagesse, consécration et ordre, harmonie et clarté, chaleur et festivité. La foule acclamait. Valkion leva une main pour faire taire l'enthousiasme. Et comme le veulent les traditions, de tels cadeaux exigent remerciement. Aujourd'hui, en ce jour béni de Sirius, nous allons offrir humblement 1000 âmes perdues, des criminels, des tueurs, des parjures, et les terribles Coralliens. Par leur sacrifice, ils retrouveront la voie. Et dans leur résignation, nous voyons la lumière du pardon. Anastase déglutit. Cette partie de la cérémonie, il l'attendait. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui noue autant l'estomac. Hissez l'autel astral, donna Valkion. Les soldats tirèrent sur les cordes. Tout en haut des immenses marches de la place, de vastes bâches blanches commencèrent lentement à se défaire, dévoilant peu à peu une gigantesque structure de bois. La foule retint son souffle, dressée au seuil de la dernière marche, juste avant le parvis sacré de la cathédrale. L'autel des sacrifices dominait la place entière. Imposant sans couvrir toute la largeur des marches, il écrasait néanmoins la foule par sa hauteur. 8 marches menaient à une vaste estrade où se dressaient 8 croix astrales, chacune dédiée à l'un des dieux. Chaque croix était formée d'un axe vertical, d'un axe horizontal et de 2 branches diagonales, symbole de l'union entre les mondes. Derrière l'autel s'élevait l'immense cathédrale de Cassiopée, dont les flèches dorées perçaient les cieux. En son sein reposait l'une des 2 saintes reliques de l'Empire, ultime présent laissé par les Astrides aux hommes. En contrebas des marches, le tribun se tourna vers le magistrat. Malgré la présence des prêtres et des dignitaires religieux au sommet du cœur sacré, c'était encore au gouverneur de la cité que revenait l'autorisation finale. Celui-ci acquiesça calmement. Alors, le tribun adressa un signe au légatus de la 33e Légion, Cassius Varincius. Le commandant leva aussitôt le bras et donna l'ordre. « Avancez-les, bientôt !» Les 100 marches furent arpentées. À gauche, une file de 500 condamnés. À droite, 500 autres. Escortés par des légionnaires en armure, ils avançaient tête basse, chaîne aux pieds. On les poussait doucement, parfois rudement, mais sans brutalité gratuite. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Par groupe de 8, les condamnés étaient amenés devant l'autel, attachés, puis égorgés. Leur corps, libérés des chaînes, s'effondraient sur l'estrade. Certains priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore criaient à l'injustice. Aucun ne semblait résigné comme l'avait proclamé Valkion. En quelques dizaines de minutes, l'autel était jonché de cadavres, empilés comme des bûches. Certains glissaient sur les marches, d'autres gisaient dans des postures grotesques. Un silence malsain planait. Même Cosmas et Victor ne riaient plus. Puis les prêtres s'avancèrent avec des torches. Ils embrasèrent le gigantesque bûcher humain. Les flammes prirent aussitôt, d'abord lentement, puis avec une violence monstrueuse. Les corps se contractèrent dans des craquements humides. Des membres noircis se tordaient sous la chaleur tandis qu'une fumée épaisse montait dans les cieux, charriant une odeur insoutenable de graisse brûlée, de sang et de chair calcinée. Toute l'avenue empestait la mort. Puis soudain, le ciel changea. 3 coups de cloche résonnèrent à travers Solaris. Il était 3 heures de l'après-midi. L'éclipse commençait. Peu à peu, la lumière devint étrange. Le soleil semblait perdre sa chaleur. Les ombres s'allongèrent brutalement sur les marches du cœur sacré et les flammes du bûcher prirent une teinte presque irréelle, oscillant entre l'or et le noir. Un vent froid traversa la place. Anastase sentit sa nuque se hérisser. La température chutait à vue d'œil. Même les oiseaux avaient disparu. La foule leva lentement les yeux vers le ciel. Alors le disque noir apparut, immense, dévorant peu à peu la lumière du monde. Certains tombèrent à genoux. D'autres pleuraient. Même les enfants restaient silencieux. Lorsque l'éclipse fut totale, Solaris plongea dans une pénombre surnaturelle. Il ne restait plus qu'un fin anneau incandescent suspendu dans les cieux. Plus personne ne parlait.
On n'entendait plus que le crépitement du bûcher, le souffle du vent et parfois le craquement sec d'un corps qui s'effondrait dans les flammes. Anastase sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce spectacle n'avait rien d'une bénédiction. Il se demanda alors, était-ce vraiment là le cadeau des dieux?